stations alpines sous haute surveillance ce week-end, les risques d'avalanche sont importants. Kohl à Mitterrand, ne confondons pas unification européenne et réunification allemande. 49 étudiants belges blessés lors d'une explosion à la bombe. C'est le 3e attentat enregistré en 15 mois dans une université bruxelloise. Petites excuses pour Balestre, super licence pour Sénat, c'est reparti pour un tour. Bonsoir, le ciel serait-il devenu fou? On attendait désespérément la neige, il neige sur nos montagnes, mais pas pour notre plaisir. On attendait l'hiver, on croit être au printemps, mais c'est désagréable. Les scientifiques eux-mêmes sont désorientés, on ne comprend plus. Et pour tenter de comprendre, nous avons invité Laurent Broumed. Bonsoir Laurent. Avant de vous écouter, faisons le point sur une situation qui s'est malheureusement aggravée dans 4 régions au moins, les Alpes, la Bretagne, l'Alsace et la Franche-Comté. Allons d'abord dans les Alpes, où de nombreuses avalanches risquent encore de se produire. Tignes et Val d'Isère restent inaccessibles et Bourg-Saint-Maurice a été transformé en QG. Nous allons maintenant regarder le reportage de nos confrères de la station de Grenoble, Jérôme Didier et Berry Sautel. Toujours pas d'accalmie sur le front des intempéries en Savoie où la situation devient préoccupante. De nombreuses routes d'accès aux stations ont été provisoirement fermées à la circulation, les risques d'avalanche étant trop importants. C'est le cas des routes de Belle-Plagne et d'Arc de Mille. Mais c'est en Haute-Tarentaise que la situation est jugée ce soir critique par les services de sécurité du département. Tignes et Val d'Isère restent inaccessibles et cela pourrait bien durer. Il y a des risques encore d'avalanche, juste en aval du barrage. Et en l'état actuel des choses, étant donné la couverture et les nuages, on n'est pas capable de dire si les avalanches sont descendues ou non. C'est pour ça que par mesure de précaution, la route pour l'instant est coupée. Bloqués depuis 48 heures à Tignes ou à Val d'Isère, les touristes ont été autorisés cet après-midi à quitter les 2 stations olympiques, mais sous la protection des services de sécurité. Inutile de vous dire que cette fuite en avant avait des allures d'exode. On s'est posé des questions, on est parti une journée plus tôt. On se pose vraiment des questions là-haut, c'est quand même une catastrophe, je le pense, hein, sérieusement. Hein. Il y en avait marre, hein. Sous la neige, tout, l'humidité, ouais. Situation inquiétante par contre pour les habitants du Fornay au nord de Val d'Isère, coupés de tout contact depuis 72 heures. 500 personnes totalement isolées et sans qu'il soit possible pour l'instant de leur porter secours et de les ravitailler en produits de première urgence. D'autres sont en revanche bloqués, mais à Bourg-Saint-Maurice depuis 72 heures et on commence à s'impatienter. Bien, je suis arrivé mercredi soir. Et bien, depuis mercredi, on est dans l'impossibilité de rejoindre la station de Tignes. Donc j'attends. Alors j'étais là avec ma mère, mes sœurs elles sont parties ce matin. Et moi j'ai décidé de rester parce qu'au point où on en est, maintenant je pense que ça peut plus tellement s'aggraver. Les trains en direction de la Tarentaise ont accusé aujourd'hui d'importants retards, mais pour la compagnie nationale, les véritables difficultés devraient débuter demain. 80 trains sont attendus durant les prochaines 24 heures au départ et à l'arrivée de Bourg-Saint-Maurice où la SNCF vient de mettre en place des centres d'hébergement. Cette situation préoccupe le gouvernement. Il vous demande de différer votre départ si vous devez partir pour la montagne par exemple en vacances. Il est donc important d'avoir des informations pratiques et précises sur ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle nous allons nous rendre à Lyon en direct au centre routier pour rejoindre Philippe Lemaire. Philippe ? Oui, Paul, autant le dire tout de suite, la situation reste extrêmement difficile en montagne et nous en sommes désolés pour tous les vacanciers. Pourtant, les services de l'équipement ont travaillé toute la nuit dernière et toute la journée pour dégager les routes, mais l'accès à de nombreuses stations, surtout dans la vallée de la Tarentaise, reste impossible. C'est le cas de Val d'Isère, d'Arc de Mille, Tignes, Cellier, toutes ces stations étant isolées. Mais cela n'empêchera pas en principe demain le Premier ministre Michel Rocard de visiter 1 ou 2 stations pour se rendre compte sur place de la situation. J'ajoute que pour prévenir les conséquences dramatiques d'éventuelles avalanches, le risque demeure. Le préfet de Savoie a interdit cette nuit l'accès aux stations des Ménuires, de Val Thorens ou de Saint-François-Longchamp. Ailleurs, ça passe à l'AREM, mais avec quelques précautions. Bon, effectivement, comme vous l'avez souligné, des difficultés importantes dans l'accès aux stations de ski. Donc il est absolument recommandé de partir en station avec ces équipements. L'ensemble des stations de la région Rhône-Alpes, les équipements sont obligatoires ou nécessaires.
D'autre part, il faut préparer son voyage, c'est-à-dire se renseigner sur l'état des routes avant d'effectuer son trajet. Et se renseigner sur CRIR, bien sûr. Au CRIR au 78 54 33 33 ou en consultant le Minitel 36 15 route. En ce qui concerne la situation pour le week-end, de toute manière, nous conseillons, même hors circulation défavorable due à des conditions météo, c'est la journée à éviter d'une façon classique, donc d'autant plus demain. Merci Alain. À vous Paul. Merci pour ces informations pratiques. Après les avalanches, les inondations tout aussi catastrophiques, 3 régions ont été particulièrement touchées. La Bretagne, l'Alsace et la Franche-Comté. Nos stations elles-mêmes ont quelquefois les pieds dans l'eau. Le point avec Morad Aitabouche. L'eau, le bruit de l'eau, omniprésent. Météo déréglée et capricieuse. Ce matin, le réveil a été difficile pour une grande partie de la France, mais particulièrement dans le Doubs. La preuve, après avoir tourné ces images, notre station de Besançon a dû être évacuée. Situation grave, voire critique dans le département, où le fleuve a atteint sa cote d'alerte, 7,70 m, niveau historique. Déjà cette nuit, les routes étaient transformées en rivières. Seul moyen de locomotion, la barque. Partout, l'armée et les pompiers ont été mobilisés. Dans la région de Baume-les-Dames, des milliers d'habitants pris au piège ont dû être évacués vers des locaux aménagés à la hâte par les mairies. Par endroits, un signe optimiste, la décrue commence. Mais plus loin, à Épinal, le pessimisme est de rigueur. La Moselle a là aussi atteint des niveaux records. On n'avait pas vu ça depuis un demi-siècle. Je pense que j'ai rarement vu autant d'eau. Hein. On connaît cette zone inondable, mais enfin à ce niveau-là, c'est rare. Hein. Excepté le Midi et le centre de la France, aucune région n'a été épargnée par le mauvais temps, meurtrier parfois. Dans le Bas-Rhin, un enfant d'une dizaine d'années, on vient de l'apprendre, est tombé dans une rivière. Il a été emporté. Une disparition qui porte à 8 le nombre de victimes dans l'est de la France. Bilan provisoire. Si en Bretagne la situation est maintenant stable, les crues ont également été violentes et les glissements de terrain spectaculaires, comme ici à Morlaix. Enfin, conséquence inattendue de ces pluies torrentielles, des usines submergées par l'eau ont dû fermer leurs portes. Ironie du sort, cette entreprise de Caen dans l'Orne, spécialisée dans les bottes en caoutchouc, ne peut plus travailler. Chômage technique. Bien Laurent Broumed, on a envie de comprendre, on dit que le ciel se déchaîne parce que la terre se réchauffe. Est-ce que c'est vrai? Écoutez, j'ai l'impression que dans tout ça, il y a une grande confusion. On confond le court terme et le long terme, on confond ce qui arrive dans notre petit pays, voire dans l'Europe, à ce qui arrive à toute la planète. On confond en fait la météo et la climatologie. La météo, qu'est-ce que c'est? C'est voir ce qui se passe aujourd'hui, quelques jours, et tenter de comprendre ce qui se passera dans quelques heures, quelques jours, 15 jours au plus. Ça ne donne pas le temps qu'il fera dans un an. Autrement dit, c'est pas parce que nous avons un hiver très chaud, d'ailleurs 3 de suite plutôt chaud, que le prochain ne sera pas complètement glacé. Ça, c'est un premier problème. Et alors, quand on fait des statistiques sur un ciel, je me suis amusé avec ça cet après-midi, avec la météo nationale, on voit qu'il n'y a pas de grande évolution depuis un siècle. Même sur la neige, par exemple, on dit qu'il y a de moins en moins de neige. C'est pas vrai. J'ai vu les statistiques, la courbe en Savoie à 1200 mètres. C'est pas vrai. Ça va, c'est vrai. C'est très variable entre 0 et 130 cm, mais d'une manière aléatoire. On a l'impression que les nuages, l'atmosphère joue au dé et joue un peu avec nos nerfs. Le climat, c'est autre chose. Le climat, c'est ça. C'est toute la planète. Et là, pour bouger l'atmosphère de toute la planète, ça prend non pas des mois, mais des années, voire des siècles. Alors c'est vrai qu'il faut se préoccuper, c'est humainement capital, de ce qui se passe avec le gaz carbonique, de ce qui se passe avec la couche d'ozone. Mais ce n'est pas là-dedans, dans ces études-là, même s'il y a des risques, même s'il faut les étudier, qu'on doit chercher les raisons des intempéries. On retrouve votre passion, mais l'homme est peut-être aussi en partie responsable. Même Brice Lalonde le reconnaît implicitement. Mais si vous voulez, ce que je trouve un petit peu, c'est que d'abord, il est responsable de ne pas comprendre tout ça parce qu'on ne l'apprend pas à l'école. On ne nous explique pas ce que c'est que les statistiques, les probabilités, faire des moyennes. On vit à court terme. Et ça, on ne peut pas reprocher au public cela. Il a la mémoire courte. On peut reprocher aux scientifiques parfois de profiter de cette confusion générale pour tirer la couverture à eux, essayer d'en profiter. Et je pense que autant ils doivent négocier pour avoir des budgets suffisants en recherche scientifique sur l'atmosphère, autant ils ne doivent pas intensifier la confusion du grand public. Donc je retiens le maître mot humilité. Oui, puis peut-être environnement économique. On découvre à cette occasion qu'on vit beaucoup trop à court terme et que la planète, elle a le temps des milliers d'années devant elle. Merci Laurent Broumed. L'horreur dans un amphithéâtre de Bruxelles, en Belgique. Une centaine d'étudiants écoutaient tranquillement leurs profs quand une explosion s'est produite dans la salle même. La plupart d'entre eux sont à l'hôpital et se demandent encore qui a bien pu commettre une telle folie parce qu'il s'agit bel et bien d'un attentat. Clément Veyrenal.
Qui peut bien en vouloir aux universités belges? C'est la 3e fois en 15 mois qu'une faculté bruxelloise est visée par un attentat à l'explosif. Attentat jusqu'à présent jamais revendiqué. Une quarantaine de blessés, dont 13 grièvement brûlés. L'attentat de ce matin à la faculté de Louvain est de loin le plus grave de la série. Il était 9 h ce matin lorsque la bombe incendiaire très violente a explosé dans un amphithéâtre où une centaine d'étudiants assistaient à un cours de pharmacie. Plusieurs étudiantes que j'ai vues, dont certaines que j'ai moi-même aidé à sortir, dont les vêtements flambaient. L'une d'entre elles était très vilainement brûlée au visage et aux extrémités, donc je soupçonne qu'il y ait dû y avoir des flammes très importantes. Vous n'aviez jamais eu aucune menace? Personnellement, jamais, non. Ni à l'université, ni moi-même. Selon les premiers indices recueillis, la bombe était dissimulée dans un attaché-case. Cette bombe contenait un savon liquide explosif dont l'effet est comparable à celui du napalm. La police a également relevé des similitudes avec un attentat à la bombe commis en décembre dernier dans une autre université de Bruxelles. Pardon pour ce journal plutôt triste, pour ce début de journal, mais l'actualité est ainsi faite. Un accident s'est produit en Suisse, en gare de Saxon. Le Milan-Paris a heurté un convoi d'entretien. Le bilan est de 3 morts et de 12 blessés. Laurence Piquet. Un choc particulièrement violent. Vers 1 h 30 ce matin, l'Express circule à 120 km/h lorsqu'il percute un convoi d'entretien à proximité de la gare de Saxon, près de Lausanne. La locomotive de l'Express s'écrase 200 mètres plus loin, 6 wagons déraillent. Le conducteur de l'Express et 2 cheminots du convoi de maintenance sont tués. C'était affreux, horrible. Tout le monde criait, et je tournais comme une boule. Je ne savais plus ce qu'il fallait faire. Tout le monde sortait par ses fenêtres, tout le monde hurlait. 12 passagers blessés, dont 2 grièvement. À l'origine de cet accident, une erreur humaine selon les premières constatations. Une enquête a été ouverte, elle devra expliquer la présence d'un convoi de service sur cette voie principale. Sûr, hein. En Afrique du Sud, un espoir de solution politique, l'ANC, le mouvement nationaliste, fait un pas vers le pouvoir blanc. L'ANC se dit prête à rencontrer le président de Klerk, grâce sans doute au bon conseil de Nelson Mandela. Hubert Bouturier. Réunie à Lusaka, la direction de l'ANC est donc prête à ouvrir des négociations sur les négociations. Car les mesures annoncées par le président de Klerk restent selon elle incomplètes. Manque la levée de l'état d'urgence, la libération de tous les prisonniers politiques et le retrait de l'armée des townships. La position modérée adoptée par Nelson Mandela, favorable au compromis, semble cependant faire école, bien qu'il soit toujours partisan du maintien de la lutte armée et des sanctions. Des sanctions qui ne devraient pas s'aggraver, mais dont les États-Unis attendent pour les lever la concrétisation des réformes engagées par le gouvernement sud-africain. Des sanctions qui coûtent cher à l'économie du pays en favorisant le désinvestissement des sociétés étrangères, principalement américaines. Recevant les ambassadeurs d'une vingtaine de pays, Nelson Mandela leur a d'ailleurs demandé d'accroître leur pression sur Pretoria afin d'accélérer le changement. Reste que l'ouverture prochaine de bureaux de l'ANC en Afrique du Sud risque de faire bondir les conservateurs et l'extrême droite qui manifestaient hier à Pretoria. Des provocations paraissent donc inévitables pour tenter de freiner le processus politique qui va s'engager. Un sommet exceptionnel réunira en avril à Dublin les 12 dirigeants européens. L'objet de ce sommet, la question allemande qui passionne les citoyens des 2 Allemagnes, mais qui préoccupe les citoyens des autres pays européens. Ils se demandent si l'Allemagne réunifiée, si la Grande Allemagne ne va pas tenter de dominer politiquement le vieux continent. C'est ce qui a inspiré aujourd'hui BAP, prenant le temps de découvrir son dessin. Il faut dire qu'un tel écueil a été évité jusqu'à présent grâce à l'axe franco-allemand. Mais cet axe est-il encore aussi solide? La réponse de Memona Interman. Mitterrand et Kohl s'appellent par leur prénom. Jusqu'à ce que Kohl annonce son plan en 10 points pour l'unité allemande en novembre, les relations entre les 2 hommes étaient particulièrement confiantes. Depuis, l'un a trop l'impression que l'autre l'informe de ses intentions au coup par coup. Les consultations ne sont plus vraiment ce qu'elles étaient. L'axe franco-allemand, mis en place par De Gaulle et Adenauer, avait déjà connu des désagréments du temps de Georges Pompidou et de Willy Brandt. Mais jamais l'entente entre les 2 pays n'avait été soumise à autant d'incertitudes. Question, quel est l'avenir pour cet axe franco-allemand? Il a déjà éclaté. L'axe franco-allemand est mort le 9 novembre à Berlin, pour une raison très simple. L'Allemagne est redevenue ce jour-là son principal centre d'intérêt à elle-même. Et elle gardera de saines relations d'amitié avec nous, mais pas davantage, elle n'a plus besoin de nous. L'Europe communautaire, c'est un enfant du rideau de fer. On voulait bâtir un super-État pour se défendre des Russes à l'ombre du rideau de fer. Dès lors qu'il n'y a plus de rideau de fer, qu'on n'a plus peur des Russes, chacun retrouve sa place dans l'histoire.
Les plus optimistes nuancent ce point de vue. Mais chacun reconnaît une nouveauté. La France doit imaginer une riposte pour contrebalancer le poids politique de l'Allemagne. Nous ne sommes plus en 1914. Une Allemagne dominatrice sur le plan militaire paraît improbable, mais la force de son économie, ajoutée à ses intérêts politiques, risque d'être un vrai défi pour l'amitié. Une information qui va intéresser tous les enseignants qui regardent le 19-20 avance dans les Alpes-Maritimes. C'est malheureusement la fin de l'école Freinet qui a innové dans toutes les méthodes pédagogiques. La fille du célèbre pédagogue des années 30 baisse les bras. Impossible de continuer à entretenir les locaux assez vétustes de cette école privée qui n'a pas d'aide extérieure. Le reportage d'Anne Gouraud et de Christophe Hérault. 1935, Célestin Freinet, instituteur, bâtit sa propre école sur une colline de Vence, au cœur de 14 000 mètres carrés de forêt et de broussailles. 1990, même bâtiment, même pédagogie, mais cette fois l'école Freinet met la clé sous la porte. L'argent et non le temps aura eu raison de celui qui reste 60 ans après le précurseur de l'enseignement moderne. On retrouve la pensée, non seulement la pensée, mais les méthodes, mais jusqu'aux phrases clés de mon père dans toutes les directives du ministre de l'Éducation nationale. Il faudrait au moins que l'État rende à Freinet ce qui lui appartient. Il m'a parlé et j'ai compris. Il m'a dit les quelques mots qu'il fallait pour me faire accepter sa mort. Ici, pas d'estrade ni de cours magistral. Les 63 élèves travaillent seuls, à leur rythme. C'est à l'enseignante de faire la navette entre les enfants et de les pousser à la créativité. Une démarche que peu d'écoles primaires se donnent les moyens et le temps d'appliquer, malgré l'évolution de l'éducation nationale. 2 semaines. Oui. Et quand est-ce que tu décides des limites que tu vas fixer sur ton plan? On se dit, par exemple, hors copie, Devenue peu à peu musée vivant, l'école accueille des milliers de visiteurs chaque année, comme cet instituteur en vacances, des visiteurs pour qui la fermeture de l'école impliquerait la fin d'un symbole pédagogique. C'est un mythe qu'il faut protéger, qu'il faut défendre, mais c'est plus qu'un mythe, c'est une réalité qui vit bien et qui travaille bien. Moi, c'est pour ça que je suis venu, pour connaître ça. Et après... Malgré les frais de scolarité de 1 150 francs par mois, malgré l'aide de l'État qui prend en charge le salaire des 3 institutrices, l'école ne rouvrira pas en septembre 90. À moins qu'un mécène finance ce symbole en péril ou que l'État prenne le relais en rachetant le domaine. Le ministère a chargé un inspecteur général d'étudier le dossier sur place, l'occasion peut-être pour l'Éducation nationale de payer sa dette morale envers Célestin Freinet. Les amateurs de Formule 1 donc vont être rassurés ce soir. On assistera l'année prochaine à un beau duel entre Alain Prost et Ayrton Senna. Senna participera, c'est officiel ce soir, à ce championnat du monde. Décision prise à la suite d'un autre duel qui a opposé Senna à Balestre. C'est assez incompréhensible, mais Alain Leblond va tout nous expliquer. Les pilotes qui ne seront pas inscrits ce soir à minuit dans les conditions réglementaires ne pourront pas disputer le championnat du monde. En posant cet ultimatum, le président de la FISA demandait clairement une lettre d'excuse à Ayrton Senna, seule condition pour l'attribution de sa super licence. 15h05 aujourd'hui, un communiqué indique la liste des 35 pilotes engagés dans le championnat du monde de F1. Coup de théâtre, le nom de Senna n'apparaît pas. Il est remplacé dans l'écurie McLaren par celui de l'anglais Jonathan Palmer. Senna n'a donc pas effectué ses excuses la veille. 16h15, nouveau communiqué indiquant que la fédération accorde la super licence à Senna. Que s'est-il passé entre-temps? Le président Vallès vient juste de déclarer qu'il a bien reçu une lettre d'excuse de Senna hier, mais que le véritable revirement de l'affaire a été provoqué par un coup de téléphone du Brésilien, se disant prêt à accepter toutes les exigences de la FISA. C'est clair, ou presque, en moins d'une heure, tout est rentré dans l'ordre comme par magie, et le champion du monde 88 réintègre donc son écurie fétiche. Mais la fin de l'histoire ne dit pas pour l'instant que devient l'infortuné Jonathan Palmer. Un match déterminant demain pour le 15 de France qui affronte l'Écosse. Déterminant parce que le 15 de France a été, vous le savez, humilié par l'Angleterre. C'est la raison pour laquelle il y a eu des changements importants au sein de l'équipe qui va demain affronter l'Écosse. Vous découvrez sur votre écran les 6 changements qui se sont produits. Et ces changements attristent notre spécialiste du rugby, Alain Dorgans, qui ne voit dans cette équipe aucun joueur de Toulouse et de Toulon, les 2 équipes phares du championnat de France de rugby, et il nous dit pourquoi cette composition-là ne lui plaît guère. Alain Dorgans. Toulon, Toulouse, les 2 clubs phares du rugby français depuis 5 ans. Paradoxe, ils sont mis au banc de la fédération. Demain, pour Écosse-France, pas un seul Toulousain, pas un seul Toulonnais n'est retenu. Imaginez Michel Platini composer l'équipe de France sans les joueurs de Bordeaux et de Marseille. Dans le cas qui occupe Toulon, l'entraîneur Daniel Herrero est contesté par le giron fédéral. Son franc-parler, sa pédagogie du rugby et ses convictions politiques diffèrent de celles des instances dirigeantes. Résultat, le club est banni.
Il est toujours un peu pénible de savoir que vos opinions, parce qu'elles sont simplement différentes, sont mal appréciées ou perçues comme des opinions ennemies. Bon, si c'est le cas de notre fédération, ça me ferait de la peine, quoi. Mais c'est vrai que nous pensons que certains de nos joueurs, à un moment, ont souffert peut-être d'être de Toulon, où la liberté de parole des héros n'est pas forcément toujours appréciée. René Jérôme Bianchi, son seul titre de gloire, celui de champion de France acquis par son club aux dépens du Racing. Hormis ses 2 sélections en équipe de France, son palmarès reste quelconque. Et pourtant, l'arrière toulonnais est de l'étoffe des meilleurs. La seule solution de vouloir un jour jouer en équipe de France, c'est de se la fermer, quoi. Faut-il remanier l'équipe de France ou procéder à une chirurgie au sein de l'appareil fédéral? Une vision allégorique de Daniel Herrero. Il semble qu'aujourd'hui, on voit souffler le vent un peu de partout, quoi. Sur le plan politique, on le voit à l'Est, on le voit à l'Ouest, on le voit aujourd'hui en Afrique du Sud. Il semble que les gens qui ne peuvent pas parler un jour n'en peuvent plus et gueulent fort, quoi. Bon, la tempête souffle un peu de partout. Je pense qu'à court terme, elle peut abattre les plus solides des rocs, quoi. Et peut-être qu'il y en a quelques-uns dans notre fédération qui feraient bien se méfier, quoi. Les temps changent, les New-Yorkais ont fêté hier en grande pompe un anniversaire au Hard Rock Café. Il s'agit d'une créature qui a eu droit à tous les honneurs hier et qui a droit tous les jours à tous les honneurs, mais qui était écartée dans les années 40 ou 50. Elle était trop sexy, Michel Vial. Elle vieillit plutôt bien, notre Betty Boop internationale, depuis 60 ans qu'elle balance sans retenue ni embarras, une croupe plus qu'expressive. Depuis 60 ans et les débuts du cinéma parlant qu'elle glousse des coquineries acidulées de sa petite bouche de groseille gorgée de soleil. Car elle en a fait des ravages, notre starlette joufflue et frisotante, véritable bombe sexuelle miniature des petits écrans de notre enfance. À ce titre, elle a même eu à subir les foudres de la censure à force d'avoir incarné les minettes affriolantes qui excitent les vieux messieurs gaillards tout en câlinant les bébés et les petits chiens. Une ambiguïté aussi sulfureuse que malicieuse qui ne pouvait qu'irriter la prude Amérique des années 50. Le soufre s'est évaporé depuis longtemps et la télévision ne renvoie plus aujourd'hui que la malice et l'impertinence, 2 vertus qui perpétuent la jeunesse de Betty Boop et celle de Cab Calloway, qui lui rendait hommage hier soir à New York. Ce journal est terminé. Dans quelques instants, Michel Touré vous donnera toutes les informations sur le temps qu'il fera ce soir et demain. Écoutez-le attentivement parce que la situation s'est malheureusement aggravée. Un dernier bilan vient d'être publié par la sécurité civile. Il y a eu 14 morts et 2 disparus, 14 morts et 2 disparus depuis mercredi. Et je vous donne le numéro que vous devez appeler si vous avez l'intention de partir en vacances ou de partir pour la montagne. 48 94 33 33. Je vous laisse le temps de noter ce numéro, 48 94 33 33. Marc Hautement vous donnera bien sûr d'autres informations à 22h15 ce soir, au cours du journal Soir 3, après Thalassa et après la classe. Bonsoir, à lundi. Les journaux du week-end vous seront présentés par Éric Cachard. Bonsoir.